Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension ? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, partager aux plus jeunes qui souhaitent se développer, mais c'est aussi profiter de milliers d'événements. Adhérer, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages, de formation, dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors êtes-vous prêt à trouver un club ? Pour cela, rendez-vous sur le site ffvélo.fr et rejoignez la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Eh bien, la 6e édition du festival Tous en Selle débute le 11 novembre. Pour ça, pour réserver votre place, je vous invite à vous connecter sur le site tousencelle.eu et il y aura probablement une date proche de chez vous puisque une 50aine de dates, en France mais aussi en Europe, sont disponibles. Pour cela, allez sur le site tousencelle.eu et puis que ce soit à Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Lyon, il y aura probablement une date pour vous. Pour ma part, je serai au Grand Rex à Paris le 28 novembre. Pour ce nouvel épisode sur le podcast Tous en Selle, j'ai avec moi JP. Salut JP. Salut Arnaud, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue sur ce nouvel épisode. On va parler mécanique, on va rentrer dans ton atelier puisqu'on va parler justement monoplateau. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le monoplateau, le double plateau ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à ce que autant de cyclistes basculent sur le monoplateau? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en introduction de cet épisode sur une configuration monoplateau, double plateau? Bon, déjà, je tiens à dire, j'ai pas refait la déco de l'atelier. On n'est plus dans mon atelier pour de vrai, comme on a été par le passé, mais on est en studio et on vit une expérience très particulière aujourd'hui, puisqu'on est soumis depuis 2 heures à un feu de moucheron qui tourne autour de la tête d'Arnaud et de la mienne. Et donc, c'est une expérience sur la tenue de nos nerfs. Non, aparté, tiens, voilà, on en a eu 0, pour l'instant, c'est les moucherons qui gagnent. Mais le monoplateau, est-ce que c'est un effet de mode ? Non, c'est un outil, une palette de solutions techniques et chacun est libre de trouver son compte là-dedans ou pas. Il y a eu, si on parle tu vas me parler du peloton des professionnels, j'en suis sûr. Il y a déjà eu, poussé par une marque de vélo il y a quelques années, qui était 3T, qui avait fait un vélo qui était le Strada, qui était uniquement monoplateau. Il y a déjà eu une tentative de monoplateau dans le peloton qui s'était pas forcément avérée être concluante puisque ça a été retiré. Et puis dernièrement, on revoit le monoplateau pointer le bout de son nez. Dans d'autres domaines du cyclisme, et notamment dans le vélo tout-terrain, dans le VTT, ça s'est imposé depuis bien longtemps. Plus personne qui sort un vélo aujourd'hui avec ne serait-ce qu'un double plateau, c'est que du mono. Et dans la route, dans le vélo d'aventure, dans la route, on est encore majoritairement sur du double plateau. Sur l'offre commerciale à disposition des cyclistes aujourd'hui, c'est 100% de double plateau. Sur les vélos un peu plus polyvalents, qu'on les appelle gravel, all-road, aventure, tout ce que tu veux, le monoplateau joue au moins la moitié de la partie. Voilà. À titre personnel, les pourcentages oscillent entre 60-40 d'un côté, et puis l'année d'après, c'est 60-40 de l'autre. Puis voilà, ça dépend des tendances et des aspirations des gens, mais grosso modo, les deux solutions se jouent et se tiennent. Et puis, dans le peloton pro, grosse majorité de double plateau, évidemment, avec quelques apparitions du mono en fonction des épreuves, en fonction des étapes, mais on le voit revenir. Voilà, on le voit revenir. Alors, moi, c'est vrai que par rapport à cette introduction, ça m'a généré quelques questions. Est-ce que le monoplateau ne fait pas son grand retour à travers son grand retour, non. Est-ce que ne fait pas en tout cas, son apparition, est-ce qu'on n'en parle pas, suite aussi à la grosse poussée du gravel, où les gravels sont majoritairement équipés sauf pour ceux qui font vraiment de la compétition parce qu'ils veulent pousser des watts, mais il y a les avantages et les inconvénients. Mais est-ce que c'est pas aussi avec l'augmentation du gravel, l'arrivée du gravel sur le marché, que le monoplateau Tout à fait. est à sujet? Ouais, il est rentré par là. Il est arrivé, encore une fois, par le VTT. Ouais. Et puis, sur ces vélos, comment on va faire une grande famille sur ces vélos d'aventure, finalement, on mettait là-dedans gravel, all-road, tout ce que vous voulez, mais sur ces vélos-là, par désir de simplicité, on a importé finalement le monoplateau. C'est SRAM qui a été beaucoup qui a poussé ça au début. On a essayé ces solutions monoplateau sur les vélos de route avec un développement de cassettes aussi à plage plus large, des cassettes plus grosses, aussi plus lourdes. Donc tout ça, c'est arrivé avec, en tout cas sur ces vélos qui nous intéressent, route et aventure,
avec l'avènement des 11 vitesses, enfin des 11 rapports. Et puis oui, ça a permis aux gens de se dire « Ah tiens, ça existe. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça sur la route? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas ?» On est encore dans l'expérimentation sur la route parce que finalement, on peut pas... tant que ça constitue pas 50% soit de l'offre commerciale, soit du plateau pro, on peut pas dire que c'est implanté complètement sur la route. Mais on en a vu cette année, même sur le Tour. Voilà. Alors, on en voit effectivement. Moi, je trouve qu'on en parle parce que c'est aussi poussé par le marketing. Tu parlais de SRAM notamment. Oui. SRAM qui a été rejoint par tout le monde. Qui a été rejoint par tout le monde. Donc Shimano et Campagnolo même, et toutes les autres marques qui suivent, parce que maintenant, les transmissions, la Chine est en train de pousser avec plein de fabricants de transmissions aussi. Pas tout le temps des groupes complets, mais ils arrivent en force, comme dans plein d'autres domaines. Donc, tout le monde a une offre de monoplateau désormais. Alors, moi, là où c'est le monoplateau, et après, on va rentrer dans les avantages du double plateau, les inconvénients du double plateau est identique, de manière identique pour le monoplateau. Mais moi, j'avais été un peu traumatisé par le monoplateau, par Roglic, qui, lors du Giro, alors que c'est la dernière étape sur un contre-la-montre en boss, prend la décision d'être en monoplateau, et avec un nid de poule, je crois, une ornière, bref, déraille. Et donc là, il s'arrête et on pense que son Giro est perdu. Et au final, il va le remporter. Mais l'image était assez impressionnante. Et puis, je pense que tout ça s'est amélioré. Donc la Visma l'utilise toujours, encore cette année sur le Tour. Vingegaard avait sur certaines étapes un vélo équipé d'un monoplateau. Mais j'ai aussi observé que la Lidl Trek, mais je pense qu'ils ont le même équipementier sur les transmissions, qu'est SRAM, a choisi pour ses classiques d'être en monoplateau. Oui. Et là, effectivement, tu as un choix de largeur de cassette derrière qui est juste énorme, on va en parler. Et là, c'était plutôt très fiable, puisque, effectivement, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas eu de soucis mécaniques. La Visma non plus cette année, parce que les choses ont progressé. Mais là, je me dis que maintenant, on est peut-être arrivé à un stade sur route, avec cette profondeur de cassette derrière qui te permet d'envoyer des watts. Je trouve que ça peut être intéressant pour un routier qui veut avoir un seul changement de vitesse, alléger son vélo éventuellement, éviter tout problème mécanique, puisque moi j'ai testé le monoplateau avec un vélo de gravel que j'utilisais sur route et sur gravel, et je suis revenu au double plateau parce que je trouvais que j'étais limité dans mes braquets, notamment dans la vitesse, tu vois, avec un monoplateau à 35... Dans la cadence surtout peut-être, plutôt, non? Ouais, mais je trouvais que... Enfin, moi, c'est vrai que quand je prends mon vélo de route, et notamment celui que tu m'as monté, le Envy, j'aime rouler vite. Voilà. C'est-à-dire que quand je veux vraiment rouler vite, je veux pas être limité. Je veux que ça soit... Enfin, c'est mon corps qui me limite, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est mes jambes qui me limitent, mais pas la mécanique. Oui. Et j'ai trouvé qu'avec un monoplateau, c'était la mécanique qui me limitait. Il faut plat descendant, tu peux plus pédaler, quoi. Oui, ça dépend de ce que tu as choisi comme plateau. Mais alors, je reviens sur les deux petits, entre guillemets, problèmes techniques que tu as évoqués. Il faut savoir que dans le peloton pro, ou en tout cas sur ce qui a été fait sur la route, les sauts de chaîne ou les déraillements ou les choses comme ça, déjà ils arrivent aussi en double. En double, néanmoins, tu as la fourchette du dérailleur avant qui est censée, si les butées sont bien réglées, limiter les mouvements de droite à gauche de la chaîne et donc éviter que ça déraille. Mais in fine, la tenue de la chaîne, elle est souvent due plutôt au dérailleur arrière. D'accord ? Et il se trouve que dans les débuts des tests monoplateau chez les pros, ils ont souvent continué d'utiliser des dérailleurs arrière conventionnels, on va dire des dérailleurs de route, qui ne disposent pas, comme disposent d'autres dérailleurs dédiés au monoplateau, de dispositifs visant à augmenter la friction du dernier pivot de la chape de dérailleur et donc ainsi à limiter ses mouvements et à éviter que la chaîne sur les bosses ne se détende trop rapidement et donc à l'empêcher de sortir de ses dents. D'accord, c'est un des deux dispositifs puisque le monoplateau est aussi venu avec des dispositifs de denture en fait, où on avait des dents successives d'épaisseurs différentes pour essayer de maintenir la chaîne à sa place. D'accord, c'est les deux stratégies pour lesquelles les fabricants ont majoritairement tous opté. Donc effectivement, quant à ces épisodes de chaîne qui sautent, avec des très grands plateaux et avec des dérailleurs qui
n'ont pas cet amortissement en fait de leur fonctionnement, parce qu'on veut aussi gagner maximum de watts et qu'en fait on perd un peu de watts quand on met cet amortissement de la rotation de la chape. Et ben on peut arriver à ça sur un gros choc. En fait, le dérailleur va bouger de manière trop facile, d'étendre la chaîne et lui permettre éventuellement de sortir de son logement. Donc maintenant, on a aussi des dispositifs de retenue à la chaîne qui viennent se mettre à l'emplacement d'un dérailleur avant et empêcher que la chaîne ne sorte du plateau avant. Ça arrive aussi, mais le mieux, c'est encore d'utiliser les dérailleurs dédiés au monoplateau. Voilà, donc je dis pas que c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui, mais on voit souvent peut-être un dispositif de retenue de chaîne à l'avant. De toute façon, ils sont hors normes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois un monoplateau sur le Tour de France, c'est pas un GRX 1x12 ou c'est pas le SRAM que tu peux acheter en 1x13 non plus. Ils ont des plateaux que toi tu n'emmènes pas. Alors ça allait être ma question justement. Voilà, ça a été la taille des plateaux. Aujourd'hui, un double plateau conventionnel, ça serait quoi? Et un monoplateau conventionnel, ça serait quoi? Alors c'est sûr qu'on peut pas comparer avec les professionnels. Le standard du marché, on va dire en double plateau, c'est le compact. Maintenant 50-34 devant. D'accord, c'est devenu, parce que soyons très honnêtes entre nous, le 52-36, si tu roules majoritairement tout seul, tu tires rarement le 52-11, d'accord, tu le sais, voilà. Oui, c'est ce que j'ai. Pourtant, tu as mis un 52, ouais, mais voilà, on a flatté ton ego. C'est exactement. Voilà, non, mais tu roules pas tout seul tout le temps, donc en groupe, on arrive plus facilement à le tirer aussi. Mais on va dire que la norme et la base, c'est le 50-34 maintenant, avec des cassettes qui vont de 11-28 à 11-34 derrière, parfois 11-36. D'accord, ça c'est valable en 11 et 12 vitesses, d'accord, sur les doubles plateaux. En mono, que ce soit une fois 11, une fois 12 ou maintenant une fois 13, puisqu'il y a deux marques qui proposent 13 pignons. Eh bien, tu as SRAM, et puis tu as Campa SRAM, aussi. Ils sont quand même SRAM et Campa. Campo, ça a été le premier à faire 13. Campa, pardon, le premier à faire 13. Et SRAM les a rejoints il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce que c'est être en avance d'avoir une vitesse de plus? Je rectifie ce que je dis. Ils ont un marketing plus agressif que les autres. D'accord, voilà. Là, je te suis. Moi, je vois encore plein de vélos avec du 11 vitesses. Très clairement. L'avantage entre le 11 et le 12 n'est pas manifeste, pas pour le client lambda. Alors le 13, moi j'en propose pas, tout simplement. Est-ce que tu parles d'un double ou d'un monoplateau? Les monos, mais les doubles aujourd'hui... Parce qu'un monoplateau en 13 te permettrait d'avoir plus de souplesse dans ton changement de vitesse et d'avoir là-dedans, tu sais, généralement, quand tu es dans une ascension, tu changes de vitesse. J'y viens, ça. C'est la question de cadence et d'habitude. Il te manque là-dedans sur laquelle tu es confort, tu vois. Il nous manque toujours ce qu'on n'a pas. Très bonne réponse, JP. Donc... le classique en mono aujourd'hui, l'offre, c'est 42, de 38 à 42 devant. Et les cassettes varient de 11,42 à 9,46 à 9,51 maintenant, puisque maintenant on a des cassettes qui sont clairement des cassettes de VTT aussi à l'arrière des monoplateaux, avec des chapes de dérailleur qui sont plus longues aussi pour pouvoir aller s'enrouler autour d'un pignon de 50 derrière ou 51. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes. C'est énorme, ouais. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, mais tu me demandais ce qu'il y avait sur le marché, c'est ça. Voilà. Si on devait choisir qu'un, 40 devant, 10, 45 derrière, c'est à peu près le sweet spot de ce qui est disponible à l'offre aujourd'hui. Ça aussi, on fera un épisode dédié dans les semaines à venir, dans les mois à venir, sur la transmission, sur les rapports, que vous puissiez bien comprendre pourquoi il n'y a pas d'intérêt à prendre un 52 comme moi ou un 42 devant monoplateau, si derrière vous avez des dentures qui vous permettent d'avoir une distance équivalente à chaque tour de pédale. Alors pendant que tu parles de développement, n'oubliez jamais, le développement, c'est pas juste vos plateaux et vos pignons. Que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou traverser la ville, tu peux tester et personnaliser ton vélo avec des experts et des professionnels cyclables dans 83 magasins en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est tout simplement plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout, plus d'aventures. C'est aussi vos roues. Et la section. Et la section des pneus, puisque la section des pneus change le diamètre extérieur de la roue. Et ça,
énormément de gens passent à des pneus plus larges et disent je suis collé, mais ils traînent 20 ou 30 cm de plus de développement et ils ne changent pas les dents en fonction. Donc bon, c'est quelque chose qui est, et je me le rends compte, encore trop souvent négligé. C'est-à-dire que même les professionnels n'informent pas leurs clients en disant attendez, c'est un engrenage de plus, donc ça joue dans votre développement. Il y a des applis super simples, mais si on fait un épisode dédié, on y reviendra là-dessus, qui vous permettent de calculer. Comme sur les manivelles, ça nous est demandé. Voilà. Et voilà, donc les standards, c'est ça. Donc on a dit 50-34, 11-34, on va dire, c'est le basique du double plateau, et 40-10-45, c'est le basique du monoplateau. Voilà, toutes marques confondues. Grosso modo, on n'est pas loin de la vérité quand on dit ça. Donc forcément, toi, quand tu étais en monoplateau 11 vitesses Shimano GRX, si je me rappelle bien, tu étais en 40-11-42. Donc forcément, en 40-11, comme tu tournes quand même très très bien les jambes, il faut le dire, même si tu cadences à... Alors c'est pareil, ces applis, elles vous permettent de voilà. Mais ta config à l'époque, c'était, si je me rappelle bien, 40, 11-42, pneus de 38. Donc là, pareil, si ma mémoire ne me fait pas défaut, quand tu cadences à 90 tours par minute... Ouais, t'es à 42, en moyenne, je suis à 80-85 voilà, par minute. donc tu étais à 40 km/h sur le plat. Ok. Donc forcément, avec le même vélo, les mêmes pneumatiques, si tu as ton 52-11 et que tu es très en forme sur le plat, tu vas l'emmener plus loin, pas très longtemps peut-être, surtout si tu es tout seul, mais effectivement, ça te donne une vitesse de pointe plutôt de l'ordre, avec la même cadence, plutôt de l'ordre de 10 km/h de plus. Mais pas au même effort, forcément. Voilà. Donc la question est de savoir que si toi, pour tes roulages de tous les jours, tu pouvais tirer plutôt un 44 ou un 46 ou un 48 devant, est-ce que ça aurait résolu ton problème? Est-ce que c'était suffisant d'avoir un 48-42 dans des ascensions ou pas? Donc on est tous différents. Il n'est pas rare de voir les gens qui sont en monoplateau avoir deux plateaux, finalement, pas au même temps sur le pédalier, mais en fonction de leur programme, ils vont soit prendre un 38, soit un 44. Alors, il faut quand même qu'il y ait 4 dents de différence pour que, voilà, il faut une chaîne différente parce que la longueur n'est pas la même. Mais j'ai des clients qui ont un 36 et un 42 ou un 38 et un 42 et qui, en fonction de leur programme, vont changer. Ça met 5 minutes. Voilà, changer la chaîne et le plateau, c'est 4 vis et puis une attache rapide. Ça fonctionne bien aussi. Voilà, parce que, on l'avait dit il y a longtemps. Moi, quand j'essaie de conseiller les gens, je leur pose souvent la question de la pratique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pratiquent tout seul ou pas? C'est plus facile de se dire, si je suis tout seul, j'accepte la limite de pas pouvoir pédaler à plus de 40 à l'heure. Parce que dans la descente, je vais en profiter pour me reposer, etc. Voilà. C'est beaucoup plus difficile d'accepter cette limite quand on roule en groupe, en peloton, on va dire, parce que déjà en peloton, la répartition de l'effort aérodynamique fait qu'on arrive même sur le plat à tirer son 52-11 par exemple, et donc si on roule en groupe, la plupart du temps, les gens sont équipés avec ce qu'on trouve majoritairement sur le marché, c'est-à-dire des doubles plateaux au minimum en 50 ou en 52, et donc en répartissant l'effort aérodynamique, ils vont le tirer sur le plat, et même si vous êtes le gars qui cadence le plus dans le groupe, avec votre 40-11, ça va être difficile de rester dans le groupe, voire impossible. D'accord ? Donc la question, c'est toujours de dire, ok, sur ce vélo, est-ce que vous avez une pratique type cyclosportive aussi dans votre pratique ? Et dans quel cas, on va dire, ok, celle-ci, elle doit être réalisable, donc mettez un double, et on va faire en sorte que le double, il soit aussi exploitable sur votre pratique plutôt solo ou aventure. Ça peut être une... Voilà, donc on va arriver peut-être à des transmissions, je sais pas, en 48-31 devant, 11-34 ou 11-36 derrière, ça va permettre de tout faire. Voilà. Donc pour moi, souvent, le critère, il est là. J'essaie vraiment d'explorer quelle est la pratique de la personne que j'ai en face de moi. Que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou traverser la ville, tu peux tester et personnaliser ton vélo avec des experts et des professionnels cyclables dans 83 magasins en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est tout simplement plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout plus d'aventures. Si on pouvait répondre à cette question, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Toi, dans quelle pratique ou dans quelle discipline ou quel serait le pratiquant type, on va dire,
oui, il y a un vrai intérêt pour ce pratiquant d'avoir un monoplateau. Est-ce que c'est le voyage, tu pars en voyage au vélo en famille, par exemple, ou là, oui, il y a un vrai intérêt parce que tu as moins de mécanique, c'est plus simple. Est-ce que le cycliste ultra-distance a un intérêt ou pas? Oui. Pour moi, est-ce que le compétiteur a un intérêt ou pas? Le compétiteur, aujourd'hui, il a moins d'intérêt. Il sera sur un double plateau. Il a moins d'intérêt. Et pourquoi les pros arrivent à le faire? Parce que en fait, tous les soirs, ils ont un mécanicien qui va adapter, etc. Donc c'est plus facile pour eux de se dire, ok, je suis parti avec un 58 ans devant, une cassette de 11-28, mais demain, en fait, mon vélo, ils vont me le redonner le matin et je serai en double ou je serai revenu à un plateau plus petit et une cassette plus grande parce qu'il y a besoin. Donc ça, c'est un luxe que n'a pas le pratiquant classique, on va dire. Donc une fois qu'il a son monoplateau, en dehors de ceux qui ont deux plateaux parce qu'ils ont deux régions, par exemple, de pratique bien diversifiées, et qu'ils ont deux options, la plupart du temps, vous gardez la même transmission tout le temps. Donc, il y a un intérêt quand on fait de l'ultra, etc., parce que dans les ultras, tu n'as certainement pas accès à cette data, mais les gens roulent rarement à 50 sur le plat ou à 55 sur le plat. Je le confirme qu'ils ne roulent pas à 50 sur le plat. Donc, en fait, le mono n'est pas une limite. Ou alors la première heure et ça s'arrête vite. Donc, ce n'est pas une limite pour eux. Et ça peut être une voie de simplification de maintenance. C'est aussi moins cher finalement, tu as un dérailleur en moins. Et puis ils peuvent jouer de manière simple sur le plateau ou la nature de la cassette pour s'adapter à leur pratique, au poids qu'ils transportent, à leur forme, au dénivelé qu'il va y avoir dans l'épreuve. C'est plus facile, c'est plus accessible en fait en termes de mécanique qu'un dérailleur avant toujours. Alors après, tu vas me parler des pros et de l'aéro. Oui, quand on enlève le dérailleur avant, on va encore gratter 2 watts parce que aérodynamiquement c'est mieux. C'est pour ça qu'aussi les pros, tu vois souvent des plateaux pleins. Alors, voilà. Je vois que tu lis dans mes pensées, ça allait être ma question. C'est l'intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un monoplateau plein ou pas? Alors, parce qu'on voit beaucoup de monoplateaux, notamment SRAM. On sait le mesurer. Ouais, on sait le mesurer. Il y a un intérêt à ce qu'on gagne quelque chose, mais est-ce que c'est sensible pour le cycliste classique? Non. Est-ce que c'est sensible pour un top 10 du Tour de France? Est-ce qu'il est capable de sentir la différence? Allez, je vais pas me faire des copains. Non. Mais par contre, en labo, on sait le dire, donc on va le faire parce que c'est 2 watts ou 3 watts supplémentaires et on va essayer d'empiler ces 3 watts ici, 3 watts là, et voilà. Mais le cycliste pro, il n'a rien qui dépasse, il a une tenue ajustée, il a une position travaillée, donc tous ces 2-3 watts qu'on va cumuler vont se répercuter sur de la performance, certainement. Quand tu vois Pogacar qui ne mettait pas sa guidoline justement pour gagner... Maintenant, est-ce que toi, même pour ta pratique, tu as besoin d'un plateau plein? Non. Oui, mais c'est beau. Alors ça répond à un autre besoin. Voilà. Je sais que tu as même taquiné sur ça, c'est pour ça. En tout cas, moi, les monoplateaux, effectivement, je les trouve pleins. Je les trouve esthétiquement, avec le vélo, assez beaux. Mais si on revient sur notre sujet, JP, sur les comparatifs monoplateau, double plateau, si on peut dire en termes de poids, le monoplateau sera plus léger. Sauf si tu mets un plateau plein. Sauf si tu mets un plateau plein. Tu me cherches, tu me trouves, Arnaud. Hein, mais oui, on économise le poids d'un dérailleur avant, c'est pas négligeable. Alors en même temps, quand il est mécanique, le dérailleur tout seul, ça pèse pas beaucoup, mais après il y a le dérailleur, il y a la gaine, il y a le mécanisme dans la manette, donc il y a quand même quelques dizaines voire centaines de grammes qui viennent là, mais ils sont compensés. Attention, parce que tu enlèves un dérailleur avant, alors on va pas donner, c'est très difficile de donner une approximation parce que si on est sur un groupe méca, si on est sur un groupe élec, etc., les différences sont importantes, donc on va pas pouvoir donner d'ordre de grandeur là tout de suite, mais à marque équivalente et à techno équivalente, c'est-à-dire, allez, je prends un exemple, on va sur un groupe Shimano GRX 12 vitesses, je vais avoir le choix entre un 48-31, 11-34 derrière, avec une manette qui inclut un mécanisme de dérailleur avant, une gaine et un câble, d'accord? Et de l'autre côté, je vais avoir une manette qui est dépourvue du mécanisme, pas de dérailleur avant, un plateau plus petit, mais par contre, je vais avoir un dérailleur arrière avec une chape plus grande et donc un dérailleur plus lourd, et je vais surtout avoir une cassette beaucoup plus grosse avec un poids plus lourd. Qu'est-ce qui est le plus lourd des deux? Si on choisit aujourd'hui chez Shimano en double vitesse, on a 2 choix de dérailleur arrière et 2 choix de cassette, 10-45 ou 10-51. La chape du dérailleur qui est capable d'accepter la 10-51, elle est à mon goût horriblement longue et horriblement grosse, mais du coup je pense qu'on est plus lourd en monoplateau qu'en double.
Bon, intéressant d'avoir ce comparatif. Si on va sur la simplicité d'utilisation, le monoplateau sera-t-il plus facile ou plus compliqué à gérer qu'un double plateau? Plus simple. Le monoplateau sera plus simple. C'est plus simple, on divise le travail par deux. Après, et c'est là que je voulais te retrouver, c'est que pour tous les gens qui ont été à l'école du cyclosportif, qui ont été entraînés avec une idée de cadence, ils ont souvent des automatismes. Oh oui, clairement. Ouais. Voilà, de dire, ok, je veux conserver ma cadence, donc c'est bien si j'ai un écart réduit entre mes différentes vitesses. D'accord. En fait, tu vois, alors tu parles de cadence. Hier, j'ai été faire une sortie au moment où on enregistre. Parce que j'ai trouvé que la sortie de la veille, j'avais été pas très efficace en cadence et donc pas de sensation. Bon, j'avais fait beaucoup plus long, mais... Et là, je me suis dit, pendant 1h30 ou 2 heures, bref, tu vas essayer de garder une cadence assez élevée pour justement retrouver ce dynamisme et ce rythme. Et donc, c'est difficile de conserver une régularité de cadence quand tes écarts dedans, quand tu passes d'une vitesse à l'autre, sont plus importants. C'est difficile si tu as été instruit finalement avec ça en tête. Et puis, mais pour ceux qu'on appelle... Tu peux aller en granularité sur les manivelles, Mais pour ceux qu'on a appelés les néo-pratiquants ou les gens qui sont rentrés directement avec un monoplateau, etc., ils connaissent même pas ce problème. Ça le dépasse complètement. Ils ont une vitesse et ils tournent la vitesse. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les cyclistes pros, au début, ils mettaient du mono avec quand même des cassettes très serrées derrière, c'est-à-dire ils mettaient du mono avec du 11-28 derrière, et que maintenant ça change un petit peu parce que ils ont aussi appris à utiliser le matériel différemment. Et donc, on est tous capables, si on en a envie, d'apprendre. Moi, je fais partie de ces gens qui ont fait que du monoplateau. Et donc, moi, tu me dis qu'il y a un écart de 4 dents entre l'avant-dernier et le dernier pignon. Le dernier pignon, je vais le mettre que quand je suis à la ramasse en train de monter un truc comme ça. Donc, l'écart entre les dents, de toute façon, je suis pas beaucoup plus vite qu'à l'arrêt. Donc, ça me pose absolument aucun problème. Donc, encore une fois, on est tous différents là-dessus. Les gens qui ont eu le plus de mal à s'adapter au mono sont les gens à qui on a finalement inculqué un programme basé beaucoup sur la cadence et sur le maintien de la cadence. C'est tout de suite plus difficile de faire l'effort de réadapter sa cadence quand tu as 4 dents d'écart entre 2 pignons. Alors, j'ai quelques statistiques sur ça, parce que j'ai regardé en préparant, mais sur l'adoption du monoplateau et du double plateau, donc d'après des études qui ont été réalisées ces dernières années, 60% des cyclistes en gravel utilisent le monoplateau. Ça veut dire qu'il y en a quand même 40% qui gardent une configuration sur du double plateau. Alors là, je pense que c'est aussi probablement ces 40%, il y a probablement dans ces 40%, 90% qui font des courses de gravel, parce qu'aujourd'hui, en course de gravel, tu as parlé dans les épisodes précédents, on était tous les deux à un moment donné à la Traca à Gironne. Honnêtement, c'est du niveau professionnel devant. Et quand tu vois les moyennes, quand tu vois les moyennes, c'est sûr que tu as un monoplateau. Sur le plat, ça roule à plus de 35, ça roule à 40, voire 45. Donc, complètement. Donc voilà, d'après cette étude-là, 60% sont en monoplateau. Une autre enquête dit effectivement que 35% des cyclistes sur route professionnelle opteraient pour un monoplateau. Donc ça veut dire qu'il y en a probablement certains qui sont moins poussés par le marketing comme SRAM, mais qui ont également du monoplateau. Donc c'est une tendance qui est en très, très grande hausse. Tout ça vient aussi de la simplicité du matériel, de l'entretien, de la légèreté, de l'éventail de la cassette derrière. Tu viens d'expliquer que les professionnels ont appris à utiliser plutôt que d'être toujours sur des cassettes très, très serrées. Donc s'il y avait une conclusion ou une réponse de dire est-ce que le monoplateau est un effet de mode ou est-ce que ça a une réelle efficacité, toi, tu irais plus... Ah non, pour moi, on a dépassé l'effet de mode. C'est une offre. Et elle existe. Elle te correspond ou te correspond pas en fonction de qui tu es, très pratique, mais elle existe. C'est clairement plus une mode aujourd'hui. Ça fait partie de l'arsenal de choses qui sont à notre disposition pour monter le vélo qui nous correspond et qui correspond à notre pratique. Encore une fois, si tu as 3 vélos, tu peux te permettre d'avoir 3 configurations un peu plus affinées. Si tu as un seul vélo, il faut toujours... travailler avec la polyvalence en tête. Voilà. Alors, et là, je te pose la question par rapport à ton expérience. Tes clients à toi, JP, tu fais des cadres en acier. Est-ce qu'ils optent pour un... Alors, tu ne vends pas que des cadres en acier, mais dans ta clientèle, quel est le spectre aujourd'hui? Tu vois plus du monoplateau, tu vois encore du double plateau, tu vois plus du double plateau? Ça varie en fonction des années. Le 60-40 s'inverse en fonction des années, des sorties de groupe. Si je prends plusieurs années et que je les cumule, je suis à 50-50.
Je suis à 50-50. Je vends très peu de groupes full route comme celui qui équipe ton vélo. Mais typiquement, le vélo Envy frais qu'on t'a monté, où toi tu as donc un 50-34, j'en ai un 52-36 en double plateau. J'en ai monté 3 autres, des vélos, donc 3 sur 4 sont en double plateau. Alors les deux autres sont avec du 50-34. Et il y en a un qui est un de tes concurrents Race Across France, qui a exactement le même vélo que toi, mais qui est en monoplateau. Alors ça, et je crois pas qu'ils s'en plaignent. Laurent, je t'embrasse. Non, oui, le vélo est juste parfait. Hein. Alors ça, c'est intéressant. On fera un épisode plus tard sur vraiment l'impact des manivelles, tout comme sur la section des pneus. Mais j'étais auparavant sur un 50-34. J'ai testé le monoplateau. Je suis revenu sur ce vélo sur un 52-36. Entre-temps, j'ai pris de l'âge. Donc tu pourrais dire, c'est plus compliqué à emmener. Tu m'as fait changer mes manivelles. Oui. Tu m'as raccourci mes manivelles. J'avais du 175 peut-être avant. Oui, ce que n'importe qui mettrait vu ta 91, taille, voilà, sans chercher à... Là, tu m'as basculé sur des 170 de mémoire. Je sais plus. Ouais, 170, à minima, c'est 172,5, mais je crois qu'on a fait le 170 qui était... Eh bien, figure-toi que je mets, même, on est sur un secteur qui est quand même assez vallonné, en région de neige, je mets très peu le 36, parce que j'ai, avec le changement de manivelle, une cadence de pédalage, sans regarder 80 ou 90, quand tu regardes en moyenne, je me sens beaucoup plus à l'aise, et j'emmène, je ne vais pas dire facilement, mais aujourd'hui, toutes les ascensions qui sont autour de Lyon, je les fais gros plateau. Alors qu'avant, avec un 50-34, des fois, je mettais un peu le petit plateau parce que j'avais des manivelles de 175. Donc, il faut un peu plus de force pour emmener le braquet. Bref, toujours est-il que j'ai retrouvé un confort avec un braquet qui peut paraître plus gros. Mais en jouant effectivement sur les manivelles, j'ai retrouvé une cadence de pédalage qui me permet aujourd'hui d'être quasiment toutes mes sorties gros plateau. Je t'en perds. Je crois que la formule magique, c'est pas la longueur de manivelle. Arnaud, au risque de te décevoir, elle t'aide peut-être. Mais elle t'aide surtout parce que tu es mieux sur ton vélo. Et c'est pour ça que tu arrives à mieux rouler. On a quand même fait bien attention sur ce vélo à t'installer correctement dessus. Et je crois que, in fine, l'aisance que tu trouves là, c'est pas juste les manivelles. Je vais peut-être mettre un monoplateau 52 du coup, tu vois. Regardez qu'à 52. Non, c'est une blague. On va te faire un MR4 en monoplateau si tu veux. C'est une blague. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur cet épisode C'est qu'on a beaucoup de chance d'avoir le choix, en fait, surtout, et qu'on a une offre aujourd'hui avec, à minima, les 3 grandes marques références que sont SRAM, Shimano et Compagnolo. Les deux proposent tant des groupes double plateau que des groupes monoplateau. Les 3 marques proposent tant des groupes mécaniques ou électriques. Et donc, que c'est une bonne époque pour être cycliste, finalement. Parce qu'on peut vraiment adapter en fonction de ses croyances, de sa pratique, de son goût, de son porte-monnaie. Personne n'est sans solution. La seule différence, c'est pas la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans l'époque dans laquelle on est, avec les outils qui nous ont mis à disposition, la personne qui s'intéresse, qui prend du temps pour se renseigner sur les matériaux, que ce soit le cadre, la transmission, monoplateau, double plateau, cintre, selle, pneumatique, hauteur de jante, tu peux vraiment aujourd'hui te faire un vélo qui te correspond totalement. Ouais, complètement. Ouais. C'est une bonne époque pour faire du vélo. Eh ben, on va conclure sur cette phrase. Un grand merci à vous. En tout cas, merci JP. Merci Arnaud. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. À bientôt. C'est la fin de cet épisode Tous en selle, le podcast. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager autour de vous, de noter 5 étoiles et de laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté et à continuer à vous proposer du contenu toujours plus passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. En attendant, rendez-vous sur le site tousencelle.eu pour découvrir la prochaine programmation du festival près de chez vous et ne rien manquer des événements à venir. Merci à vous, bon ride et tous en selle.